Bonjour. Bonjour à tous. C'est haut ça, non? Je dis ça, je dis rien, mais... Bonjour à tous. Je vais vous proposer l'exercice suivant. D'abord, évidemment, je vais vous présenter le programme, mon plan de bataille pour relancer la construction européenne, ce New Deal européen que je veux mettre en œuvre. Et on se livrera un exercice de questions-réponses et puis viendront... après moi, si vous le voulez, Isabelle Thomas, qui est en charge des questions européennes auprès de moi, et Thomas Piketty, qui a préparé le projet de traité pour la démocratisation de la gouvernance de la zone euro, viendront à cette tribune. Le TEDEM, puisque nous l'avons appelé ainsi, et que ce sera, j'espère, l'acronyme retenu demain par l'Europe. Et voilà, ils me suppléeront dans la deuxième partie de cette conférence de presse, si vous le voulez bien. Je voulais d'abord commencer par vous dire que, pour ce qui me concerne, mon engagement européen, il est dénué de toute forme de fétichisme. Il est d'abord construit et fait à partir d'une conviction, c'est que si nous ne transformons pas urgemment l'Europe, elle continuera à apporter de la désillusion. Elle continuera à apporter de la désillusion et nous laisserons les nationaux populistes, l'extrême droite, prospérer partout en Europe. Et moi, je ne peux pas me résoudre dans cette situation à faire le pari du moins pire, le moins pire étant de joindre ma voix aux promoteurs d'une Europe sans citoyens. Parce qu'une Europe sans citoyens, ça prépare justement l'extrême droite et l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite partout en Europe. On le voit, pas qu'en France. La menace de Marine Le Pen, elle est bien présente ici. Mais l'extrême droite et les formations sœurs du Front National prospèrent partout. Et elles prospèrent partout en raison de l'austérité, en raison d'une Europe qui s'éloigne des citoyens. Et vis-à-vis de cela, rien ne serait pire que le statu quo. Rien ne serait pire que le statu quo, sinon sans doute, évidemment, le projet des nationalistes, c'est-à-dire la sortie de l'Europe. Mais moi, je ne me résous pas au statu quo parce que le statu quo prépare l'arrivée de l'extrême droite et qu'il est, à mes yeux, insupportable de laisser l'Europe se défaire telle qu'elle se défait aujourd'hui. Je veux convaincre donc les Françaises et les Français, pour commencer, qu'il existe un chemin pour réorienter l'Europe, même si ce mot « réorienter l'Europe » est désormais associé à beaucoup d'échecs depuis pas seulement 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans. Pourquoi? Parce qu'on a guère vu l'Europe se réorienter, on l'a vu persister dans la voie de l'erreur, et notamment dans les politiques d'austérité. Et pourtant, ce chemin existe. Il est étroit, mais il existe. Mais pour qu'il existe, encore faut-il poser les bases de cette réorientation et faire des propositions. Moi, j'arrive dans le débat aujourd'hui avec des propositions. Elles sont discutables, amendables, et je ne dis pas que c'est à prendre ou à laisser, mais je mets des propositions sur la table pour sortir aujourd'hui de l'impasse dans laquelle nous nous trouvons. C'est un chemin qui répond à un constat lucide de l'État et sur l'état de l'Union. Ce constat, c'est celui d'abord d'une dérive libérale des politiques économiques. L'Europe ne protège plus assez les Européens. Et elle ne les protège plus assez, au point qu'ils se sentent aujourd'hui même plus vulnérables qu'ils ne l'étaient avant, à cause des politiques européennes. Que ce constat soit justifié ou pas, qu'il soit légitime ou pas, cette perception d'une Europe qui fragilise est aujourd'hui très répandue chez les citoyens européens. Le constat aussi que nous avons finalement abandonné en Europe toute ambition en termes de coopération, pour considérer que la compétition économique, fiscale, la compétition ou la mise en concurrence sociale des citoyens, des États, des modèles sociaux, était un projet à partir duquel nous pouvions construire la prospérité en Europe. Ce projet-là, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je crois au contraire qu'il est l'exact contraire de l'inspiration qui était celle des pères fondateurs de l'Union européenne. Les politiques d'austérité, je l'ai dit, ont été un fiasco. Elles ont paupérisé les peuples, enfermé l'Europe dans une stagnation économique dont tous les économistes d'ailleurs du monde disent qu'elle est un non-sens, qu'elle est une absurde, que cette austérité non seulement ne parviendra pas à résoudre la crise de la dette, mais qu'elle précipite les peuples européens dans le rejet de l'idée européenne elle-même.
Ces politiques donc a aggravé le poids de la dette sur les pays du sud de l'Europe et elles font porter par les citoyens une large partie du fardeau hérité des errements de la finance casino. Dans le même temps, la course désespérée à la croissance du PIB a justifié que des pans entiers de notre souveraineté soient placés sous la tutelle de pouvoirs économiques privés. Et les nouveaux accords commerciaux en sont devenus les symboles, soumettant nos futures lois sociales et environnementales aux bénéfices espérés de multinationales des deux rives de l'Atlantique. Je veux dire aussi, sur ce point, que cette forme de fuite en avant de l'Union européenne, obsédée par les traités de libre-échange, est pour moi caractéristique aujourd'hui de l'impasse du projet européen. Si nous n'avons à proposer aux citoyens européens que des accords de libre-échange avec le Canada, avec les États-Unis, avec demain le Mercosur, comme une forme d'apogée du modèle libre-échangiste dont l'exemple serait l'Union européenne, personne ne se reconnaîtra dans ce projet. En tout cas, il n'est absolument pas de nature à fabriquer des Européens. Alors le constat aussi, au-delà de cet échec économique, d'une défiance citoyenne. Les échecs économiques ont créé les conditions d'un cocktail social et moral qui est absolument explosif. Dans une société de consommation où l'on confond l'être et l'avoir, la crise sociale nourrit une crise identitaire que l'on voit partout en Europe. S'adressant aux millions d'Européens qui se sentent dépossédés de leur vie, l'extrême droite a réussi à faire coïncider dénonciation de la corruption des élites, populisme islamophobe et un sentiment anti-européen en une seule et même plateforme. Bruxelles est devenue un paravent confortable pour dirigeants politiques peu à même d'assumer dans leur capitale les orientations décidées en commun dans les couloirs feutrés des institutions européennes. Ce double discours a tué la confiance des citoyens dans le projet européen. Je veux donc lancer un appel à tous les défenseurs sincères du projet européen. Huxley, Aldous Huxley, donc, disait, non mais je le dis, parce qu'en disant Huxley, je me suis dit peut-être que tout le monde ne connaît pas, le fait que les hommes tirent peu de profit des leçons de l'histoire est la leçon la plus importante que l'histoire nous enseigne. Eh bien, je dis cela au moment où de dire et de me tourner vers ceux qui s'autoproclament héritiers des pères fondateurs, ceux qui proposent de reproduire les mêmes politiques en espérant produire un résultat différent. Eh bien, cela, je leur dis, à ceux qui proposent le statu quo, qu'ils prennent le risque d'achever le travail de dislocation ouvert par le vote du Brexit. Et pour ma part, je veux prendre le parti de l'espérance, comme je le fais dans cette campagne présidentielle avec le projet que je propose aux Français. Je propose aux Européens de prendre le parti de l'espérance, de prendre le parti de la transformation en nous en donnant les moyens. Et je mets sur la table un ensemble de propositions que je vais vous détailler maintenant, propositions concrètes qui forment donc une base de négociation avec nos partenaires européens. La première de ces propositions, vous l'avez sous les yeux, c'est un projet pour un traité de démocratisation de la gouvernance de la zone euro. Ce projet, nous y avons travaillé avec Isabelle Thomas, Thomas Piketty, une équipe d'économistes et de juristes pour mettre sur la table une proposition d'intégration démocratique, un nouveau pas en avant démocratique, et répondre ainsi aux menaces qui pèsent sur la zone euro, menaces d'implosion directement liées à la poursuite des politiques d'austérité. Avec ce traité, je veux créer les conditions d'un dépassement démocratique de l'austérité. Je veux également réparer l'euro en le complétant. L'Eurogroupe marque, à mes yeux, la dérive la plus technocrate et libérale de l'Union européenne. Les grandes décisions doivent être prises en transparence et soumises à un contrôle démocratique plein et entier. Nous devons en finir avec cette méthode d'antichambre où les grandes décisions qui concernent l'avenir de l'économie dans la zone euro sont prises dans la pénombre d'un fonctionnement hors traité, intergouvernemental, qui échappe à toute forme de contrôle démocratique. Je proposerai donc à nos partenaires un nouveau traité de démocratisation de la gouvernance économique de la zone euro qui viendrait compléter les traités budgétaires adoptés en 2011-2012. Il mettra en place une assemblée parlementaire qui, pour résumer, remplacera l'Eurogroupe. La transparence remplacera donc l'opacité. La pluralité des opinions et le compromis remplaceront une forme de diktat politique que plus personne n'accepte et ne supporte. C'est devant cette assemblée parlementaire que sera responsable le nouveau Conseil des ministres des Finances de la zone euro. Elle sera principalement composée
de députés issus de tous les parlements nationaux en proportion de la population de chaque pays et des groupes politiques présents dans ces parlements. Nous aurions, sur une assemblée de 105 députés, par exemple, 24 députés venant du Bundestag allemand, 20 de l'Assemblée nationale française, issus donc de tous les partis. Sachant que les opinions varient à l'intérieur de chaque pays, comme sur la dette grecque ou sur l'impôt sur les bénéfices des sociétés, il deviendrait possible de prendre des décisions majoritaires permettant de dépasser les clivages nationaux qui aujourd'hui bloquent le fonctionnement de l'Union européenne et particulièrement de la zone euro. Les autres membres de cette Assemblée seront des parlementaires européens désignés en son sein par celui-ci. L'Assemblée parlementaire aura la haute main sur le budget de la zone euro qui sera institué. Un président du Conseil des ministres des Finances de la zone euro sera proposé par le Conseil des ministres et devra obtenir un vote de confiance majoritaire de l'Assemblée. Et pour mettre fin à l'optimisation et à l'évasion fiscale, les États membres délègueront à la zone euro une compétence fiscale permettant le vote de l'assiette de l'impôt sur les bénéfices de la société et un taux commun visant à financer le budget de la zone euro. L'Assemblée serait compétente pour généraliser au sein de la zone euro l'échange automatique d'informations bancaires. Elle supervisera l'ensemble des questions financières, monétaires et budgétaires de la zone euro. Elle approuvera l'ensemble des nominations à la BCE, au mécanisme européen de stabilité et au mécanisme de supervision bancaire après audition publique. Enfin, ce traité organisera la mutualisation des dettes publiques dépassant 60% du PIB dans chaque pays. Cette mutualisation des dettes permettra de réduire les taux d'intérêt et de décider d'un éventuel moratoire en lien avec la BCE. C'est donc bien cette hypothèse que nous mettrons en discussion avec l'Assemblée. Et moi, je ne l'annonce pas, comme aujourd'hui la solution. Je considère que cette question de la mutualisation de la dette européenne, au-delà de 60% du PIB, est une issue à la crise que nous vivons aujourd'hui, issue qui devra être discutée par l'Assemblée démocratique de la zone euro. En clair, de quelle manière reprofiler, rééchelonner la dette des pays les plus endettés, comment faire en sorte que, sur la base d'ailleurs, rappelons-le nous, des propositions qui étaient celles du Conseil des économistes allemands qui, en 2011, auprès de Mme Merkel, avait proposé une solution semblable. Nous ne reprenons rien de très original, nous reprenons une proposition mise sur la table par le Conseil des économistes placé auprès de Mme Merkel. Alors, Mme Merkel n'avait pas repris cette proposition, mais moi, je la reprends à mon compte, cette hypothèse d'une mutualisation de la dette au-delà de 60% du PIB, et qui, comme un moyen, justement, demain, de mieux faire fonctionner la zone euro. Et je suis convaincu que l'Allemagne, cette grande république parlementaire, ne fermera pas la porte à ce projet démocratique. Je veux également rassurer nos partenaires européens hors de la zone euro pour leur dire que le traité de démocratisation de la zone euro sera un simple traité intergouvernemental permettant d'avancer avec nos principaux partenaires sans affecter l'ensemble des traités, mais surtout qu'ils bénéficieront eux aussi de la stabilité de la zone euro, ce qui a un impact décisif pour leur propre prospérité économique. Je veux mettre ensuite fin à l'austérité par la transition écologique. Je veux un vrai New Deal européen en matière d'investissement dans la transition écologique, dans la lutte contre les inégalités entre les territoires dans l'Europe. Je veux faire adopter le traité de démocratisation de la zone euro dans l'année qui vient, mais l'urgence sociale n'attend pas. C'est pourquoi je propose une feuille de route de sortie de la crise. La transition écologique est à mes yeux la condition d'une nouvelle ère de prospérité partagée. Je proposerai donc d'enclencher une révolution verte avec un traité de l'énergie et un plan de 1 000 milliards d'euros d'investissement sur 10 ans. C'est le prix de la transition écologique. Le plan d'investissement aura pour cible prioritaire la mutation énergétique, le ferroutage qui désengorge les routes, les énergies renouvelables, dont les énergies marines, les travaux thermiques dans le bâti, les transports propres, la réforme de la politique agricole commune et l'économie circulaire. Il impliquera la réorientation de nos fonds structurels et de nos programmes de recherche. Les limites de la nature ne sont, à mes yeux, pas une option que l'on pourrait balayer d'un revers de la main. L'Europe doit défendre la feuille de route que représente la COP21. Elle doit le faire d'autant plus que quand on entend les orientations actuelles du représentant choisi par M. Trump pour présider au grand choix en matière environnementale pour les États-Unis, nous aurons besoin d'une Europe forte sur ces questions si nous voulons maintenir la pression sur les Américains et faire en sorte que la feuille de route de la COP21 soit appliquée et respectée.
et quitte à montrer enfin les muscles à nos partenaires, je soutiendrai l'application d'un ajustement carbone aux frontières de l'Union, c'est-à-dire une compensation pour les importations à forte émission de carbone qui protégera de surcroît nos outils industriels. Je porterai enfin l'exigence d'une directive offensive sur la sécurité alimentaire et les perturbateurs endocriniens, dans le même esprit que la directive REACH, une directive qui protège les Européens des produits dangereux pour la santé. Ces débats existent. La position de la France est plutôt en avance sur ces questions-là. Je souhaite que nous puissions convaincre nos partenaires de la nécessité d'aller encore plus loin. Je veux enfin une Europe solidaire qui protège par un renforcement du budget de l'Union, avec l'harmonisation fiscale dont j'ai parlé auparavant, avec l'instauration de la taxe sur les transactions financières dont le produit est estimé à 60 milliards d'euros par la Commission européenne, en renforçant la convergence et l'harmonisation sociale grâce à la refonte de la directive sur les travailleurs détachés et la création d'un socle européen de droits sociaux, dont un salaire minimum garanti dans chaque pays, en vue d'une convergence des droits sociaux. En prenant également notre responsabilité face aux malheurs du monde, en matière de migration et de droit d'asile, je dénonce l'agitation de la peur, le primat des égoïsmes nationaux. L'Europe est largement en mesure de renouer avec ce qui fait le cœur de son projet politique, l'humanité, la coopération, la solidarité. Comment ? D'abord en commençant par approfondir la politique de l'asile pour la rendre plus efficace et plus protectrice, notamment par la réforme du règlement de Dublin, mais aussi par la révision de nos accords de partenariat avec les pays tiers, source de migration, en faisant du respect de l'état de droit et des droits humains des conditions de mise en place. Je veux enfin repenser nos politiques commerciales pour sortir de ce culte libre-échangiste qui privilégie les multinationales sur la protection des citoyens, des travailleurs et de l'environnement, en définissant les nouveaux critères d'un juste échange. L'accord commercial avec le Canada ne sera pas ratifié. J'insiste sur la nécessité d'accords commerciaux de nouvelle génération. On ne peut plus aujourd'hui construire des accords, des partenariats commerciaux sur des bases qui sont des bases aujourd'hui qui remettent en cause dans les faits la feuille de route de la COP 21 parce qu'ils ont comme conséquence aujourd'hui sur le plan environnemental d'être prédateurs de l'environnement et non pas de favoriser une démarche économique beaucoup plus protectrice comme je l'appelle de mes voeux. Je veux enfin que les lanceurs d'alerte soient protégés. Le dispositif adopté par la loi Sapin 2 pourra servir d'exemple. Je veux construire, pour terminer, les conditions d'un compromis européen, parce que je sais que la politique est aussi une affaire de rapport de force. Je veux tirer les leçons de l'échec de Tsipras à réorienter seul la course de l'Europe. Depuis des mois, je travaille à construire les bases d'un nouvel arc politique. J'ai rencontré il y a quelques semaines le Premier ministre portugais António Costa, qui m'a fait l'honneur de son soutien. Je rencontrerai fin mars Martin Schulz, le candidat social-démocrate à la chancellerie allemande. Et je souhaite sa victoire à l'automne prochain. Je note la nouvelle disponibilité de la gauche allemande pour évoquer la refondation européenne, échanger sur ces questions et ne pas en rester au statu quo que nous avons connu jusqu'ici. J'ai échangé également avec les leaders écologistes et de gauche au Parlement européen, ou encore il y a quelques semaines avec Yanis Varoufakis, qui, témoin pourtant privilégié du diktat imposé à son pays, n'a pas renoncé à porter le projet européen. Nous avons des points communs que nous développerons. Je veux renforcer notre relation avec les pays de l'Est de l'Union. Aussi, ça ne se fera pas au détriment des nouveaux États membres. Vous allez dire que je suis un habitué des citations du pape, mais là, cette fois-ci, pour ceux qui ont regardé la télévision hier soir, mais Jean-Paul II, le pape polonais, disait, et il avait raison, l'Europe doit respirer avec ses deux poumons, celui de l'Est et de l'Ouest. Et je pense qu'à bien des égards, les salons feutrés du couple franco-allemand nous l'ont souvent fait oublier. Je crois que la question énergétique est la clé de cette nouvelle relation. Il y a des intérêts communs parmi les nouveaux États membres avec les anciens États membres à organiser et à penser cette transition énergétique et écologique. Et pour la transition énergétique, à assurer la souveraineté énergétique et l'indépendance énergétique de ces États. C'est la raison pour laquelle je veux reprendre l'idée de Jacques Delors d'un traité européen de l'énergie. L'Europe dépense chaque jour 1 milliard d'euros pour satisfaire notre addiction au pétrole et au gaz. Notre dépendance à ces énergies
sont des chaînes géopolitiques que nos partenaires de l'Est veulent repousser. Leur sortie du charbon ou du nucléaire est donc liée à ce projet de coopération sur le plan énergétique et donc d'indépendance politique. Je veux enfin élargir le champ de la discussion à un sujet d'intérêt commun évoqué dans la réunion de Versailles par le président de la République François Hollande, l'Europe de la défense. Elle est à mes yeux passée en quelques mois du statut d'option à celui d'obligation. L'arrivée de Trump à la Maison-Blanche marque la fin du bouclier américain sur l'Europe, alors que des tensions à l'Est et au Moyen-Orient persistent. Après le Brexit, aujourd'hui, la France est le seul acteur militaire majeur, seul État à disposer de la dissuasion nucléaire, seul État à disposer d'un outil de défense complet et de capacité de projection. La France n'a pas hésité à prendre ses responsabilités et à emporter le fardeau budgétaire. Cet effort gagnerait à devenir un effort partagé. Il faut surtout, à mes yeux, construire les coopérations industrielles et les coopérations militaires qui permettront demain d'avancer en matière d'Europe de la défense. New Deal européen sur les questions écologiques et énergétiques, défense européenne, nouveau traité de démocratisation de la zone euro. Voilà le plan que je propose aux Européens. Il est à mes yeux de nature à renouer avec un futur désirable en Europe, parce que l'écologie ne se décide pas dans un seul pays, parce que la lutte contre l'évasion fiscale implique de la coopération, parce que la démocratie est au cœur de notre projet continental. Une candidature à la présidence de la République n'est à mes yeux crédible que si elle propose une stratégie claire, capable, sur la base de projets précis, de déclencher la construction d'un nouveau grand compromis européen, d'un New Deal européen que j'appelle de mes voeux. C'est le sens des propositions que je mets sur la table aujourd'hui, illustrées donc par un projet de traité de démocratisation de la gouvernance de la zone euro que vous proposons donc en 2 langues, en français et en anglais, qui est à partir d'aujourd'hui transmis partout en Europe. Aux chancelleries européennes, aux chefs d'État et de gouvernement, aux principaux partis de gauche. Je souhaite qu'il soit la base à partir de laquelle nous puissions organiser la discussion avec nos partenaires. Mais je ne voulais pas en rester à une forme ou une autre de statu quo qui aurait consisté à dire qu'on pouvait continuer à faire de l'intergouvernemental, qui aurait continué à dire qu'on pouvait finalement en rester là avec les politiques d'austérité. J'observe que mes concurrents à droite et au centre droit ne rompent pas avec les politiques d'austérité, qu'aucun d'entre eux ne propose d'en finir avec ces politiques d'austérité. Moi, le choix politique que je propose est de répondre par la démocratie, par plus de démocratie, à ce qui est l'échec ou l'impasse des politiques austéritaires en Europe, l'impasse aujourd'hui des politiques européennes à recréer du lien en Europe. Ça, il y a une très jolie phrase d'un des pères de l'unité italienne qui, au moment où l'unité italienne s'est construite, Massimo d'Azeglio avait dit « Maintenant que nous avons fait l'Italie, il nous revient de faire des Italiens. » Bien, il nous revient de faire des Européens. Et faire des Européens passe par la démocratisation de la zone euro. Le premier rang applaudit, les autres sont des journalistes. Vous êtes... Voilà, je suis disponible pour vos questions. Bonjour. Oui, ah oui. Bonjour. Chef du bureau de Paris du média financier britannique Merger Market. J'avais une petite question très rapide. Je voulais juste reprendre votre point de vue sur le fait que l'Europe s'est éloignée des citoyens. Petite provocation. Est-ce que pour se rapprocher des citoyens, l'Europe doit s'éloigner des entreprises? Et très rapidement, sur le traité énergétique, allez-vous encourager la création de champions européens de l'énergie avec des acquisitions de grands groupes énergétiques français en Europe? Merci. Écoutez, le projet aura sans doute une dimension industrielle et continueront à émerger. Moi, je souhaite qu'il y ait toujours des grands champions industriels européens et que les Français, et notamment les compétences qui sont les nôtres, le leadership que nous avons pu conduire en Europe et dans le monde sur le plan technologique, continue à l'être. Mais je veux dire les choses comme je les pense. Le traité énergétique, il vise à reprendre l'idée qui était celle de la communauté européenne du charbon et de l'acier, c'est-à-dire à remettre en commun, à fabriquer du commun.
Et fabriquer du commun, c'est partir des réalités semblables, des besoins identiques de tous les pays européens. Nous avons besoin tous d'être souverains sur le plan énergétique. Nous avons besoin tous de diversifier notre modèle énergétique, de faire baisser pour certains la production d'énergie liée à du combustible fossile et pour ce qui nous concerne, de faire baisser la part du nucléaire dans le mix énergétique. L'aspiration donc à un modèle énergétique beaucoup plus sobre, beaucoup plus tempérant, elle est partout en Europe. Cela tombe bien parce que cela correspond de surcroît à un des gisements d'emplois considérables. Et là où moi j'assigne une mission à notre champion industriel et énergétique, c'est aujourd'hui d'investir principalement dans les énergies renouvelables, c'est d'être l'acteur de politiques publiques qui vont dans le sens d'une baisse de la part du nucléaire dans le mix énergétique et pas d'une augmentation de celui-ci ou de la perpétuation du modèle énergétique français essentiellement fondé sur le nucléaire. Donc, moi, je n'oppose pas les citoyens aux entreprises. Je considère au contraire que dans le domaine énergétique, où je crois que 40% des brevets déposés sont des brevets aujourd'hui déposés par des entreprises européennes dans le domaine énergétique, où nous sommes très innovants, où nous avons des capacités à proposer des solutions dans le domaine de l'éolien, de l'hydroélectricité, du photovoltaïque. On parle même de photovoltaïque organique aujourd'hui. Ce secteur-là est puissamment innovant. Il est de nature à offrir des débouchés en termes d'emploi considérables et surtout à nous permettre la conversion écologique de notre modèle économique, si on fait une pièce clé, un des 3 piliers du projet politique que je propose aux Européens. Monsieur Hamon, bonjour. Julien Denis, CNews. Hier, depuis Bruxelles, le président Hollande a émis des critiques, des réserves en tout cas sur votre projet d'assemblée de la zone euro. Il a déclaré, je cite, que ceux qui décident dans la zone euro, ce sont les gouvernements et donc pas les parlements. Qu'est-ce que vous lui répondez? Moi, je souhaite une nouvelle étape. Je souhaite une nouvelle étape et je souhaite que dans la zone euro, ce soit les parlements qui décident. Pourquoi? Parce que ce sont les parlements qui votent les budgets. Et parce qu'ils votent les budgets, ils sont légitimes demain à fixer le budget de la zone euro, légitimes à fixer ce qui peut être demain le taux commun et l'assiette de l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Et je ne vois pas plus légitime qu'eux. Ce qui nourrit justement pas seulement la défiance citoyenne, mais je pense aujourd'hui les blocages en Europe, c'est précisément que le fonctionnement intergouvernemental n'a pas permis jusqu'ici de débloquer la situation. Et que demain, l'Assemblée de la zone euro, elle sera composée comment? Admettons, 105 parlementaires, si nous sommes sur cette base-là. Ce qui voudra donc dire 24 Allemands, donc 12 de la CDU, 51 parlementaires de l'Italie, de la France et de l'Espagne, aussi composés quasiment à parité entre représentants de la droite et représentants de la gauche. En réalité, quand on regarde en l'état actuel du rapport de force, dans la zone euro, cette assemblée penchera à gauche. Elle penchera à gauche, ce qui ne veut pas dire que les partis de gauche ont un point de vue identique, selon que l'on soit allemand, etc., sur la question, par exemple, de la mutualisation de la dette, sur le rééchelonnement de la dette des pays les plus endettés. Cependant, vous observerez que la droite européenne, selon qu'on appartienne au parti de M. Rajoy ou qu'on appartienne à la CDU, n'a pas exactement non plus la même position. Donc nous aurions là des décisions qui sont des décisions fondées sur de la délibération démocratique. J'y vois un progrès. Mais j'y vois un progrès d'autant plus nécessaire que je constate aujourd'hui que nous sommes quand même un peu à l'arrêt. Alors, ces réserves, je les entends de la part du président de la République, et je les prends d'ailleurs comme une critique constructive dans la volonté d'améliorer le dispositif que nous proposons, et pas du tout comme quelque chose de négatif. Au contraire, le but de cette proposition, c'est justement qu'on en discute. Parce que sinon, on parle de quoi? Qui propose quoi que ce soit, sinon poursuivre les politiques d'austérité? Je parle des candidats à l'élection présidentielle. Le vélo, quand on ne pédale pas, il tombe. Et ça fait longtemps que plus personne ne propose quoi que ce soit pour faire fonctionner et rouler le vélo européen. Moi, je propose une réponse démocratique, un traité énergétique et une solution en matière, en tout cas un chemin en matière de défense européenne. Et c'est en tout cas l'approche que j'ai de la réponse aujourd'hui à l'impasse dans laquelle se trouve l'Europe. Mais en attendant que l'Assemblée démocratique de la zone euro soit mise en œuvre, en attendant que ce traité soit adopté, il y a une feuille de route sur la transition qui accorde une grande place aux institutions européennes telles qu'elles sont et telles qu'elles existent. C'est une nuance que j'ai avec le président de la République. Il me revient de me tourner vers l'avenir. Je suis candidat à l'élection présidentielle.
peut-être et sans doute chef de l'État dans quelques semaines, il me reviendra de m'adresser à mes partenaires européens et de m'adresser à eux sur des bases claires. Ce projet de traité, je le leur envoie avant même que l'élection ait lieu. J'en discuterai en Allemagne bientôt. J'en discuterai avec des représentants des différents gouvernements européens dans les semaines qui viennent. Thomas Piketty, Isabelle Thomas, Guillaume Balas seront parmi mes ambassadeurs auprès d'eux pour commencer les discussions. Voilà, c'est une base de discussion. Je suis heureux que les débats aient commencé depuis hier soir. Oui, c'est pas moi qui ai le micro. Bonjour Monsieur Hamon, Lucas Ajdela, LCI. Relance économique au niveau de l'Europe, fin de l'austérité, c'est un projet finalement qui ressemble un petit peu au candidat Hollande de 2012, qui s'était un peu confronté, qui s'était retrouvé heurté au mur allemand. Comment faites-vous si vous vous retrouvez heurté à nouveau au mur allemand? Vous êtes président de la République, vous ne voulez pas du statu quo, mais si les Allemands vous l'imposent, que faites-vous? Est-ce que vous êtes prêt à aller jusqu'à sortir de cette Union européenne, comme Jean-Luc Mélenchon par exemple? Non. Non, moi, je ne propose pas quelque chose dont je sais qu'il est irréalisable et qui, en fait, prépare la sortie de l'Union européenne et de la zone euro. Je vous le dis, moi, je mets la barre haut, pas en termes de menaces, mais en termes d'ambition. Qu'on peut mettre la barre haute en termes de menaces, mais je pense que c'est très anxiogène, à la fois pour nos concitoyens et pour nos partenaires. Et par contre, mettre la barre haute en termes d'ambition, je crois cela plus fort. Ce qui ne veut pas dire que la France ne se fera pas respecter. Elle se fera respecter, mais d'autant plus qu'elle met sur la table des propositions sérieuses. Et la proposition que je fais est sérieuse. Qui peut se désintéresser d'un traité de l'énergie, d'un plan d'investissement de 1 000 milliards pour organiser la conversion écologique de notre économie? Personne. Qui peut se désintéresser de la protection continentale de l'Europe à travers un outil de défense commun? Personne. Qui peut se désintéresser de la sortie de l'impasse dans laquelle nous sommes sur le plan économique? Personne. Pas même les Allemands, et dont il faut arrêter de les regarder comme un bloc homogène. L'Allemagne, ce n'est pas un bloc granitique qui ne bougerait que comme un bloc. Il y a des débats en Allemagne, dans la société civile vis-à-vis des responsables politiques, au sein du Parlement allemand, dans les formations politiques. Ce débat existe, il est même d'autant plus fort que le leader du SPD envisage, lui, demain, de gouverner hors grande coalition et sur les bases possibles, si ces alliances sont possibles, ce que je ne sais pas encore, eh bien, d'une réunion de toutes les gauches. Donc, ces démarches sont nouvelles. Et puis, je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé depuis 5 ans? Il y a quand même eu des épisodes. Le Brexit, quand même un événement. Qui ne voit pas que l'Europe est en train de se disloquer? Un épisode d'égoïsme incroyable sur les migrants. Qui ne voit pas que l'Europe s'est disloquée sur la question des migrants? Qui ne voit pas qu'elle se disloque chaque jour un peu plus quand on voit les intentions de vote qui portent tout près du pouvoir des partis d'extrême droite? Qui ne voit pas que nous ne pouvons plus nous permettre d'en prendre 50 pour 50 plus, sauf à accepter demain que le projet européen s'effondre à raison de notre incapacité à sortir d'un dogme austéritaire imposé par qui? Une troïka dans laquelle vous trouvez la Banque Centrale Européenne, la Commission et un couple, je sors même le FMI, je le crois encore plus éclairé, mais la Direction Générale du Trésor chez nous et son équivalent allemand. C'est ce bloc-là aujourd'hui qui fixe des politiques qui sont des politiques. Donc moi, je serais ravi de pouvoir discuter, s'il y avait débat, des bienfaits, mais il n'y a personne pour y voir un quelconque bienfait. Sauf, sans doute, ceux qui nous disent « mais ça viendra un jour ». Bon, ben moi je considère aujourd'hui que tous ces changements rendent la discussion possible. Et quelle est ma démarche? Elle est d'abord de dire « nous ne voulons pas imposer à l'Allemagne des règles qui seraient celles de la France plutôt que celles de l'Allemagne sur les bonnes politiques économiques dans la zone euro. Nous voulons lui proposer la démocratie. Et une grande république parlementaire comme l'Allemagne ne peut pas être sourde à cette invitation à davantage de démocratie dans la zone euro. Première chose. Et je ne veux pas parler que de cela. D'où la double proposition que j'y ajoute d'un traité de l'énergie et de la défense européenne. Manière de dire que, et pour moi,
à nos partenaires européens, espagnols, italiens, du Benelux, de l'Europe, des pays scandinaves et nordiques. Bref, que les propositions qui sont les nôtres sont des propositions sérieuses qui ne visent pas simplement pour la France à sortir de les taux des 3% et de la situation d'endettement dans laquelle elle est, qui serait plus embarrassante que celle de l'Allemagne. Moi, je considère aujourd'hui qu'il faut regarder vers l'avant, et c'est la proposition que je fais. Je ne suis pas un candidat du contre, je suis un candidat du pour. Voilà. Je me tourne vers l'Europe et je propose des solutions. Elles sont discutables et amendables. Bonjour, Elisabeth Pignot d'Agence Reuters. Je reviens sur la règle des 3%. Dans votre nouveau schéma, que devient-elle ? Tout ça sera discuté avec l'Assemblée démocratique de la zone euro. Il n'y a plus de sanctions, il n'y a plus... Enfin, je vous laisse... Mais écoutez, moi je souhaite d'abord, elles sont rarement prises ces sanctions, je m'en réjouis, mais je pense que cette convention comptable qui était celle des 3%, qui était une convention qui n'a pas forcément produit des résultats remarquables sur le plan de la croissance de l'emploi et de la lutte contre les inégalités et contre le chômage, je pense demain qu'il faut que nous construisions des solutions démocratiquement. Des propositions seront faites par le Conseil des ministres de la zone euro, le Parlement de la zone euro en disposera. Moi, je souhaite que demain, nous ayons davantage de souplesse et que nous ne soyons pas enfermés dans des conventions comptables qui nous empêchent parfois, de manière contracyclique, à faire de la relance par l'investissement quand c'est nécessaire. Ça, c'est un point de vue. Nous verrons comment l'Assemblée démocratique de la zone euro en discutera et en disposera. Mais je ne suis pas là pour vous dire que cette Assemblée est là pour mettre en œuvre les politiques que Benoît Hamon juge souhaitables. Je souhaite simplement que le point de vue que défendent des millions d'Européens puisse être discuté démocratiquement. Parce qu'aujourd'hui, il ne l'est pas. Une seule politique s'applique, un dogme pèse, et la discussion n'existe pas. Que la discussion ait lieu. Et moi, j'accepte évidemment l'augure d'être peut-être minoritaire. Mais cette délibération est aujourd'hui nécessaire. Bonjour, Marc Dean de Bloomberg News. Plan démocratique, bien sûr. Est-ce que le Parlement de l'Eurozone sera souverain au-dessus sur le budget, sur les questions budgétaires, sur les parlements nationaux parce qu'un tel Parlement pourra aussi imposer des choses qu'on n'aime pas forcément en France. Et deuxième question, vous avez parlé de la question militaire, qui est une question assez connue. Est-ce que vous proposez à partager, par exemple, la souveraineté nucléaire ou militaire de la France ? Non, il y a déjà dans le livre blanc de la défense une référence directe à la protection du continent et des intérêts européens, mais je ne propose pas aujourd'hui aux Européens de se placer sous le parapluie nucléaire français. Ça n'est pas la proposition que je fais. Nous disposons aujourd'hui d'un outil de dissuasion qui vise d'abord à protéger les intérêts fondamentaux de la France et à dire tout simplement que si vous voulez nous anéantir, nous avons la possibilité de vous anéantir. C'est la dissuasion du faible au fort, puisque notre arsenal nucléaire est beaucoup moins important que celui des Russes ou des Américains, et nous l'avons construit à une époque où, durant la guerre froide, nous ne voulions pas nous mettre sous la responsabilité ou nous placer sous la responsabilité de la décision des Américains en conservant cet outil indispensable à l'indépendance de la France. Donc la dissuasion nucléaire française reste d'abord l'instrument privilégié de la souveraineté nationale et de l'indépendance française. Mais ces discussions, si elles devaient avoir lieu, auraient lieu. Aujourd'hui, je ne propose pas que la discussion sur la défense européenne commence par la question sur la dissuasion nucléaire. Je voudrais plutôt évoquer le principe des coopérations industrielles, le principe des coopérations militaires, la façon dont demain nous pouvons penser le financement d'opérations de projection de nos forces sur des théâtres extérieurs où nos intérêts fondamentaux européens sont en jeu, qui ne voient pas que ce qui s'est passé dans le Sahel, qui ne voient pas que ce qui se passe au Proche-Orient, qui appelle l'intervention d'un certain nombre de forces armées européennes. Beaucoup des forces armées françaises mettent en jeu la sécurité du continent européen. Alors,
dans ce domaine-là, la France a assumé des responsabilités budgétaires qui sont importantes, notamment avec le coût des opérations extérieures, qui ne visent pas simplement à protéger les intérêts français, mais à bien des égards à éviter que des sanctuaires terroristes et djihadistes se constituent de l'autre côté de la Méditerranée, qui auraient mis en danger la sécurité de toute l'Europe. Donc il faut que nous discutions de ça dès lors que le moins d'Amérique appelle à mes yeux, et je crois aux yeux de beaucoup, plus d'Europe, même si je sais que cette conversion-là, à l'Europe de la défense, va prendre du temps, mais je veux en discuter. Quel sera le rôle de l'Assemblée démocratique de la zone euro? Elle aura le contrôle du budget de la zone euro, et surtout, elle pourra fixer, ce qui n'est pas rien, le taux et l'assiette de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, mais libre à chaque État ensuite de considérer qu'à partir de ce taux minimum, il peut, lui, fixer une fraction supplémentaire d'impôt sur les bénéfices des sociétés. Je m'explique. En ayant une assiette beaucoup plus large, liée au fait que demain, dans l'Assemblée démocratique de la zone euro, parce que nous aurons tous la même assiette, allemands, espagnols, italiens, français, nous aurons aussi une plus grande capacité à assurer un bon rendement à cet impôt, parce que ainsi, notamment les GAFAN, échapperont beaucoup moins à l'impôt qu'ils y échappent aujourd'hui. Donc l'assiette sera commune, plus large, donc permettra un meilleur rendement à l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Mais nous fixerons un taux minimum. Imaginons qu'il soit à 10, ce taux minimum, libre aux États membres de la zone euro de fixer un taux supplémentaire de 10, 15, 20 qui se rajoute au taux minimum pour assurer, dans les faits, une recette fiscale équivalente à celle qu'ils perçoivent aujourd'hui. Donc l'Assemblée démocratique de la zone euro, la nécessité de construire un budget propre à la zone euro, le fait qu'il repose sur une recette, l'impôt sur les bénéfices des sociétés, et qui serait fixé à un taux minimum par cette Assemblée, ne fragilise pas la souveraineté des États et la capacité des parlements nationaux à mettre en œuvre des politiques assises sur des budgets et leur entière souveraineté au moment de fixer l'impôt et de voter l'impôt. Bonjour, Lénaïque Bredoux à Mediapart. Deux petites questions. Dans le cadre de la transition, vous aviez dit que vous étiez favorable, avant l'adoption de ce nouveau traité, vous avez dit que vous étiez favorable à un moratoire sur l'application du pacte de stabilité, en le discutant et en le portant, et majoritairement en suspendant l'application de ce pacte. Est-ce que vous êtes prêt à une suspension unilatérale de l'application de ce pacte? C'est-à-dire si vous n'avez pas de majorité quand vous arrivez à l'Élysée et que les autres pays européens ne sont pas d'accord, est-ce que vous êtes pour que la France en suspende l'application de façon unilatérale? Première question. Et deuxième question, êtes-vous toujours favorable à une évolution des statuts de la Banque centrale européenne? Oui, alors sur le pacte de stabilité, moi je pense qu'il faut qu'on sorte des formules qui consistent à dire remise en cause unilatérale des règles. La réalité, c'est que la politique économique que je vais mettre en œuvre supposera, en matière de trajectoire des finances publiques, probablement que dans les 2 premières années de mon quinquennat, nous connaissions une petite bosse par rapport aux objectifs des 3%. Nous sommes aujourd'hui avec un objectif en fin de quinquennat qui doit être à 2,7, 2,8% du PIB en matière de déficit public. Si nous finançons à la fois les politiques que je souhaite, que je juge indispensables dans l'éducation nationale, dans l'enseignement supérieur et la recherche, en matière de transition de notre modèle économique vers une prise en compte plus grande de l'écologie. Bref, il a un coût qui est un coût de l'ordre de 30 milliards, auquel s'y ajoute le financement du revenu universel d'existence, dont je vous rappelle que je l'ai moi-même évalué à 35 milliards d'euros. Mais nous dégagerons aussi des recettes nouvelles, parce que qui sait qu'aujourd'hui, le coût social de la pollution de l'air, c'est 52 milliards d'euros par an. Et le coût pour les finances publiques, 5,5 milliards d'euros. Il y a un coût lié aux discriminations, 2,2 milliards. Bref, il y a des recettes nouvelles liées aux politiques que nous mettrons en œuvre qui nous permettront de compenser largement ces dépenses nouvelles. Donc on nous connaîtra probablement une petite bosse, mais nous reviendrons à une cible en matière de déficit public qui est une cible raisonnable et raisonnée, c'est-à-dire que nous ferons coïncider les objectifs des uns et les objectifs des autres. Moi, je souhaite des politiques de relance qui se concentrent sur la transition écologique, sur les investissements dans l'avenir et sur la mise en œuvre du revenu universel d'existence. Les Européens souhaitent que nous ayons une trajectoire des finances publiques qui tendent vers les moins de 3%. Je m'engage à ce que les deux objectifs puissent être tenus à la fin de mon quinquennat pour l'objectif en dessous des 3%,
Mais d'ici là, ça ne m'empêchera pas de mettre en œuvre à la fois le revenu universel d'existence, mais également les priorités que j'assigne ou j'assignerai à mon gouvernement en matière de transition écologique, d'investissement dans l'enseignement supérieur et dans la recherche. Sur la Banque centrale européenne, moi je pense que j'avais évoqué effectivement l'évolution des statuts de la Banque centrale européenne. Je pense qu'il faut surtout aligner les planètes, tant du point de vue de la Banque centrale européenne que du fonctionnement de la zone euro et de l'Eurogroupe. C'est qu'aujourd'hui les planètes ne sont pas alignées. Nous avons une Banque centrale européenne qui fait politique de quantitative easing. Nous avons donc qui est aujourd'hui bloqué pour partie par ses statuts, mais déroge aussi par les choix qui sont faits par le gouverneur de la Banque centrale à des règles qui étaient pourtant des règles fixées auparavant, des absences de budget de la zone euro, absence de politique de relance, un plan Juncker qui est très en deçà de ce qui serait nécessaire de faire. Il faut donc aligner les planètes. Ça relève à mes yeux tant du fonctionnement de la Banque centrale que de la future Assemblée démocratique de la zone euro, que des plans d'investissement que nous mettrons en œuvre et nous discuterons de tout cela et nous ferons des propositions dans ce domaine-là en temps et en heure. Benoît Hamon, bonjour. Thomas Soulier pour BFM TV. Je suis juste là. Je reviens sur le fonctionnement de l'Europe aussi sur les fameux 3%. Dans son programme, Emmanuel Macron, il dit qu'il faut respecter vraiment les 3%. Et il dit aussi qu'il faut plutôt une Europe à 2 vitesses. Est-ce que, selon vous, cela révèle un programme d'austérité que vous dénoncez? Et est-ce que ce genre de programme, selon vous, est un marchepied du FN, comme vous avez dit hier soir sur d'autres sujets? Non, mais je ne veux pas... c'est surtout bla, bla, bla. Respecter les 3%, bla. Europe à 2 vitesses, bla, bla. Ok, tout le monde dit cela. L'Europe à 2 vitesses, elle existe, il y a la zone euro. Bon, ben voilà, merci. And so what? Next step, please. Qu'est-ce qu'on fait après? Et ce qui me frappe, c'est ça. Il n'y a rien de nouveau. Rien de nouveau sous le soleil, sinon dire, bon, ben, évidemment les 3%, moi je dis les 3%, c'est une règle, c'est une convention dont si nous jugeons qu'il faut y déroger au regard de grands objectifs, notamment en matière de conversion écologique de notre économie, il faudra le faire. Il faudra faire le temps où c'est nécessaire de le faire, parce que par ailleurs, les investissements que nous consentons maintenant nous rapportent demain. Qui ne voit pas que demain, cela dégagera des recettes fiscales, que cela contribuera à faire reculer les déficits publics. Qui ne voit pas que quand le coût pour les finances publiques est de 5,5 milliards d'euros pour la pollution aujourd'hui, eh bien, il y a des économies considérables à faire de court terme, hein, pas de long terme. Donc, moi, je prends des engagements qui font coïncider l'intérêt général. L'intérêt général, c'est la lutte contre le chômage, c'est le fait aujourd'hui de nous engager dans une transition écologique rendue nécessaire par le fait que nous ayons signé les accords de Paris et la COP21, nécessaire. Nous ne pouvons pas signer une feuille de route avec la COP21 et ne pas aligner nos budgets et nos politiques européennes sur cette feuille de route. C'est ce que je propose. Si c'est pour dire 3% et Europe à 2 vitesses, écoutez, bon, je veux dire, François Fillon il doit dire pareil, non? Bon, ben voilà. Bonjour, Marc Vigneault du Point. Vous avez parlé d'un plan d'investissement à 1000 milliards d'euros. Aujourd'hui, le plan de Juncker, il est à 315 milliards sur 3 ans. Donc si je multiplie par 3, puisque vous allez jusqu'à 10 ans, enfin, si on va jusqu'à 9 ans, ça fait presque la même somme. Est-ce que c'est de l'investissement public? Est-ce que c'est de l'argent sonnant et trébuchant, ou votre plan d'investissement, ou est-ce que c'est le même mécanisme qu'actuellement? Parce que sinon, c'est la même somme, mais prolongée dans le temps. C'est combien aujourd'hui? 21 000. La réalité, l'effet levier, il est de 1 pour 15. Donc c'est 21. Donc je ne propose pas de passer de 21 à 1000. Évidemment, ça reposera sur la mobilisation de fonds privés et d'investissements privés. Ce n'est pas uniquement de l'investissement public qui, du jour au lendemain, irait financer la transition écologique. J'observe que quand on est sur des effets de levier de 1 pour 15, ça suppose qu'on investisse sur des projets extrêmement rentables, là où on a besoin, en matière de transition écologique, de parier sur des projets beaucoup plus tempérants qui, finalement, ne permettent pas une rentabilité de court terme aussi forte que celle aujourd'hui sur lesquelles se concentre ce plan. Donc c'est là-dessus que je veux que la discussion s'ouvre, sur les bases d'un programme d'investissement qui organise véritablement la transition écologique et ne s'intéresse pas aux aspects les plus innovants, les plus créatifs et les plus rentables de cette transition-là, ce qui n'est pas inutile en l'état. Il y a des projets très intéressants qui sont financés aujourd'hui en Europe, mais je veux qu'on monte
l'ambition qu'on la multiplie par 3. Pardon ? Non, je viens de dire, je pense qu'il faut que l'effet levier soit moins important, donc il faudra consentir une fraction d'investissement public beaucoup plus importante. Donc on n'en reste pas dans un rapport de 1 à 15. Oui, bonjour, Renaud Honoré du journal Les Échos. Je voudrais revenir sur la question de vos alliances pour faire passer votre projet de traité européen. Vous avez expliqué que vous militiez pour une mutualisation des dettes publiques, et donc ça risque de vous aliéner des gens en Allemagne, aux Pays-Bas, en Finlande. Vous êtes également pour l'harmonisation de l'impôt sur les sociétés, et là c'est en Irlande, encore aux Pays-Bas, dans les Pays-Bas, en Belgique. Enfin, il y a beaucoup de monde a priori qui vont être choqués et rétifs à vos projets. Concrètement, quels pays peuvent être, vous avez identifié comme étant capables de constituer une alliance pour faire passer votre projet? Et deuxième question, vous proposez quand même un vrai saut fédéral, même si c'est un gros mot maintenant, parce qu'avec le transfert de l'impôt sur les sociétés, on sait que les questions de lever de l'impôt sont liées à la souveraineté d'un État. Est-ce que vous envisagez du coup de faire valider, si jamais vous obtenez gain de cause, ce nouveau projet européen par un référendum? Alors, la première question. Vous avez remarqué, dès qu'on met une proposition sur la table, c'est impossible en Europe. Impossible. Et c'est le réflexe français, hein, pardon de le dire. Chaque fois qu'on met une proposition sur la table, oui, mais les Allemands ne sont pas pour, les Irlandais ne sont pas pour, les pays baltes sont réticents. Attention quand même, que va dire la Suède, en l'occurrence là, ce n'est pas le cas, mais sur la question précise, puisqu'elle n'est pas, mais sur d'autres projets, bref, les pays scandinaves. Voilà, à chaque fois, on a un non, ou en tout cas une opposition. Et bon, soit, à partir de là, on ne fait plus rien du tout. Moi, je considère que l'Europe est en danger, qu'il faut la sauver, et qu'on ne peut la sauver que par un vrai pas en avant. Et donc, effectivement, un saut fédéral qui permettra une compétence partagée, d'ailleurs, qui n'est pas une compétence que perdront les parlements nationaux sur l'impôt, puisqu'on transfère la possibilité donc, à l'Assemblée démocratique de la zone euro de fixer le taux et l'assiette, mais qu'au-delà, on peut voter un impôt supplémentaire. Donc, on n'a pas... les parlements nationaux ne sont pas dépossédés de cette compétence-là. Donc, oui, je fais une proposition, voilà. Tout est toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Nelson Mandela. Eh ben, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut se mettre dans cet état d'esprit-là. Sinon, excusez-moi, surtout, je trouve ça curieux à chaque fois que ce soit des Européens ou des gens qui disent « Moi, je suis un partisan de la construction européenne. Dès qu'on met une proposition sur la table, c'est pas possible. » Bon, voilà, il se passe que Marine Le Pen, de plus en plus fort, je veux dire, raisonnons là-dessus. Le statu quo est devenu impossible. Impossible à tenir. Sauf à accepter que demain, l'Europe se disloque. Moi, je ne renonce pas. Je ne veux pas être de la génération des dirigeants politiques européens qui ont permis la dislocation du projet européen. Parce que derrière la dislocation du projet européen, vous savez ce qu'il y aura. Il y aura des conflits, il y aura des tensions, et nous n'échapperons peut-être pas à la guerre. Voilà. En l'état aujourd'hui de l'Europe et de ses dirigeants, en l'état de la radicalisation d'une partie de la droite et de l'extrême droite en Europe, cette menace est suffisamment sérieuse pour qu'on la prenne au sérieux. Donc oui, j'entends, c'est difficile, mais je pense que les Allemands ont le même désir pour leurs enfants que nous l'avons nous. C'est-à-dire de continuer à grandir dans une Europe qui soit une Europe qui leur assure, souhaitons-le, la prospérité, des emplois, et un écosystème qui soit un écosystème dans lequel on puisse toujours vivre avec un air respirable, si possible. Voilà, ces préoccupations me semblent être des préoccupations de bon sens. C'est la raison pour laquelle je mets cela sur la table. Et oui, il y aura sans doute des Irlandais. Mais bon, honnêtement, si on doit s'aligner sur le modèle fiscal des Irlandais, si c'est ça l'Eldorado européen, autant plier les Gaules. Hein. Parce que c'est tout, aujourd'hui, sauf un modèle pour l'Europe. Si on pense que c'est par le dumping fiscal qu'on améliorera la construction européenne, moi je ne le crois pas. Pas pour autant qu'on va imposer aux Irlandais de passer d'un taux d'IS qui doit être à quoi? À 10, 9, à 30. Moi je ne leur impose pas, mais ça aurait été bien qu'au moment où on a mis de l'argent public pour sortir les Irlandais de la situation difficile dans laquelle ils étaient,
de leur dire qu'il faut augmenter le taux d'IS et pas continuer avec un fonctionnement qui est un fonctionnement qui tire aujourd'hui les recettes fiscales en Europe vers le bas et fait fonctionner la concurrence fiscale au détriment de la coopération. La Commission européenne ne l'a pas fait à l'époque, je l'avais publiquement regretté, je le regrette encore. Parce que l'austérité, elle va toujours dans un seul sens, c'est pour faire baisser les taux d'IS, pour faire baisser les niveaux de protection sociale, mais jamais pour faire monter les taux d'IS quand ces taux d'IS sont directement responsables, pour ce qui est le cas pour l'Irlande, de la situation dans laquelle elle s'est trouvée, fort mal en point. Est-ce que nous soumettrons ce traité à référendum? Par définition, moi je suis favorable à la consultation démocratique des Français. C'est une décision très importante parce que ce serait un progrès considérable en Europe avec des transferts de souveraineté et par principe je considère que cette décision doit être une décision soumise à la délibération des Français. Bonjour, Aline Robert, Euractiv. Dans votre projet de traité démocratique, vous soulignez qu'il y a un déficit démocratique en Europe. En même temps, le Parlement européen est l'institution la plus démocratique. Elle est élue au suffrage universel direct. Et dans votre projet, pour la gouvernance de la zone euro, vous excluez en revanche le Parlement européen de cette gouvernance. Ou alors, visiblement, si ça a changé, vous allez mettre quelques députés européens. Mais pourquoi ce ne serait pas eux qui auraient principalement le pouvoir en la matière? En quoi ils ne sont pas légitimes sur la gouvernance de la zone euro? Alors, vous me dites, c'est l'article 4. D'abord, ils seront, les parlementaires européens, puisque c'est une assemblée mixte que nous proposons. Je ne sais plus à quel article c'est. Et ils constitueront donc un cinquième de l'Assemblée. Donc les parlements nationaux seront pondérés par une représentation du Parlement européen. Je souhaite qu'il y soit. Effectivement, le Parlement européen est une instance démocratique, mais si on veut que demain le Bundestag se sente lié aux décisions de l'Assemblée démocratique de la zone euro, je pense que c'est préférable que ce soit des représentants du Bundestag, de l'Assemblée nationale, et des parlements nationaux qui constituent la matrice de cette Assemblée démocratique. Donc elle sera mixte, avec une forte proportion de parlementaires nationaux, mais je crois que c'est une des conditions pour que cela fonctionne bien. En même temps, on peut pas. C'est un progrès démocratique incontestable. Aujourd'hui, il n'y a pas de démocratie dans la zone euro. Donc là, on y met de la démocratie directement. C'est bon? Je peux passer le relais à Thomas et Isabelle si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions pour Thomas Piketty et Isabelle Thomas? Parce que moi, je vais m'éclipser. Vous me décevez, là. Je l'ai fait déplacer, il avait une matinée de cours, il a tout annulé. Non. Bonjour, Gaël Mac à Challenge. Pour poursuivre sur la question de mon confrère des Échos, si on considère finalement qu'on veut faire un IS commun, en tout cas avec une assiette commune et un taux minimal commun, est-ce qu'on est d'accord pour faire... Enfin, est-ce qu'on laisse partir certains États qui peut-être ne seront vraiment pas d'accord avec cette option? Et est-ce que ça veut dire aussi qu'on défend l'option d'un hard Brexit? Parce que les Britanniques ont quasiment dit que si on les embêtait trop sur la sortie, ils créeraient une sorte de rock state avec un taux d'IS très bas, de sorte à faire concurrence à l'Union européenne, enfin à la zone euro. L'IS commun, mais je veux d'abord dire en préambule, je voudrais remercier plusieurs personnes qui sont dans la salle, notamment Stéphanie Hennet, professeure de droit public à l'université Nanterre, Guillaume Sacriste et Antoine Vauchez, enseignants-chercheurs en sciences politiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, très grands spécialistes de droit européen, de politique publique européenne, qui ont travaillé très dur avec tout un réseau de spécialistes de droit européen qu'ils ont consulté en Europe pour produire ce travail qui est extrêmement solide juridiquement. Et moi, je demande aussi à tous les journalistes qui voudraient discuter des aspects les plus juridiques du traité, de les contacter. Il y a des notes juridiques extrêmement précises qui expliquent pourquoi tout cela est possible. Au nom de l'urgence financière, en 2011-2012, des traités budgétaires au sein de la zone euro ont été possibles. Pour les mêmes raisons, aujourd'hui, au nom de l'urgence démocratique, ce traité est juridiquement possible et ne réclame pas une révision des traités de l'Europe à 28. C'est un point absolument essentiel et j'invite vraiment tous ceux qui sont intéressés légitimement par cette question centrale
à nous contacter, on vous transmettra toutes les notes juridiques nécessaires. C'est un vrai débat, il faut prendre le temps de l'avoir et ne pas écrire des choses un peu trop vite. Deuxième point, moi je voudrais dire que je suis là parce que fondamentalement je crois dans ce projet. Je pense que je ne suis pas membre du Parti Socialiste, je me moque un peu des questions de chapelle du Parti Socialiste. Le seule question qui m'intéresse, c'est qu'on a là la possibilité de réorienter profondément l'Europe, qui soit pour moi, Benoît Hamon aujourd'hui est la seule candidature vraiment européenne qui propose une vraie transformation de l'Europe. Macron-Fillon, on a le statu quo européen, c'est l'Europe d'hier, on ne change rien, on attend que les choses aillent mieux, ça ne marchera pas. Après le Brexit, on ne peut pas prendre ce risque-là. Et de l'autre côté, Le Pen, Mélenchon, malgré toutes leurs différences, ont un point commun qui est un risque sérieux de nous projeter vers l'explosion. Donc on n'a qu'un seul candidat qui nous propose une voie d'avenir, et je pense qu'il faut la saisir, ou au moins, je pense que chacun doit au moins prendre la peine de regarder ce qui a été mis sur la table. Donc les personnes qui s'apprêtent à voter pour Macron, pour Mélenchon, pour Fillon, pour Le Pen, regardent au moins ce qui est sur la table. C'est pas si long que ça fait 12 pages. Après, il y a d'autres documents qui précisent les choses. Ces questions ne sont pas des questions techniques qu'il faudrait laisser à des experts, ça concerne tout le monde. Jamais un responsable politique français, au niveau de Benoît Hamon, n'avait mis sur la table une proposition de réforme des traités. Évidemment, tout le monde en avait discuté. On en discute tout le temps en France. On se plaint de l'Europe, on se plaint de l'Allemagne, on se plaint de tout le monde. C'est très bien. Mais mettre une proposition concrète sur la table, juridiquement solide, ça n'avait jamais été fait. Donc, prenons le temps au moins de la regarder pour l'améliorer, parce qu'elle n'est pas parfaite. Alors, maintenant, je reviens à la question de l'impôt sur les sociétés. Il est bien clair. Donc, le premier point sur l'impôt sur les sociétés, Gaël, peut-être pour rappeler à tout le monde. Alors, donc, c'est vraiment la question des conditions de ratification. Donc, ce qui est prévu concrètement dans le traité, article 20 ou 21 ou 22, faut vérifier sur les conditions de ratification, c'est que le traité entre en vigueur dès lors que la moitié des pays de la zone euro représentant au moins 70% de la population l'ont ratifié. Donc, c'est une condition qui n'est pas exactement la même, mais qui est proche en esprit des conditions de ratification des traités budgétaires de 2011-2012. C'est-à-dire, c'est une condition de ratification qui dit, écoutez, il faut avoir une large majorité, mais on ne peut pas attendre d'avoir l'unanimité pour avancer. Parce que c'est pas possible. Parce que vous ne pouvez pas avoir un ou deux pays qui bloquent tout. C'est pas possible. Donc c'est comme ça que ça a été écrit déjà en 2011-2012. Les Européens ont assumé le fait que dès lors qu'une large majorité l'a adopté, ça peut rentrer en vigueur. Concrètement, ça veut dire qu'effectivement, certains pays, si le Luxembourg ou l'Irlande veut vraiment se placer en dehors, on ne peut pas les forcer. Mais eux, ils ne peuvent pas forcer les autres à ne pas avancer. Quelles seraient les conséquences pour le fonctionnement de la zone euro ? Ce serait compliqué et personne ne le souhaite. Et le but, c'est de convaincre. Mais c'est possible d'avancer dans ces conditions. Et je pense que c'est très important parce que c'est important aujourd'hui de poser des actes montrant qu'on croit aussi dans ce chemin démocratique. Le moment n'est pas à fixer comme ça des ultimatums pour jouer au Brexit dans 6 mois ou dans 12 mois. Le problème, c'est de poser des actes démocratiques qui montrent qu'on croit dans ce plan A. Et là, il y a une façon très concrète, c'est que les pays peuvent commencer à le ratifier. Alors après discussion, autant arriver à un compromis, c'est évidemment pas un produit fini. Il faut l'améliorer. Moi, je demande d'abord à tous les forces sociales politiques, les candidats à la présidentielle, à Mélenchon, à Macron, de le prendre, de l'améliorer, de nous dire changeons cet article, ajoutons cette compétence, modifions tel point sur la Banque Centrale Européenne qui était évoqué tout à l'heure. Très bien, parfait, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et à la fin, la discussion a lieu évidemment au niveau européen et pas seulement avec les électeurs français et les forces politiques françaises. Et à la fin, quand un compromis raisonnable aura été trouvé entre un nombre suffisant de pays, je pense qu'il faut assumer le fait de lancer un processus de ratification, y compris si on n'a pas exactement 100% de signataires. Là, le problème, c'est d'être d'abord bienveillant entre nous, je dirais, d'essayer d'avancer. Les Anglais, voilà, ils se sont placés en dehors. Ils ne savent pas très bien eux-mêmes ce sur quoi ils ont voté. Ont-ils voté sur la fin de la libre circulation? Ont-ils voté sur la fin du libre-échange? Et personne ne sait, eux-mêmes ne savent pas sur quoi ils ont voté. Ils se sont mis dans une situation qui est triste. Maintenant, c'est à eux de gérer ça. Nous, notre vraie mission au sein de la zone euro, c'est d'abord de se donner les moyens d'une délibération démocratique collective pour avancer vers plus de justice fiscale, plus de justice sociale. Et effectivement, les Anglais ou d'autres pays en dehors de cette construction, on ne peut pas bénéficier éternellement de tout sans aucune contrepartie. On ne peut pas avoir le libre-échange, la libre circulation, le libre passeport financier sans aucune contrepartie en termes de régulation financière et fiscale. Et donc, tout ça devra être examiné. Isabelle. Sur le Brexit, je voulais juste ajouter que
Pour l'instant, ce sont eux qui se sont mis dans une position on va dire, d'accord dur et sans beaucoup de concessions. Après, il est clair, il y a une chose qui est claire, en tout cas, et je crois que à peu près tous les dirigeants européens l'ont dit, on ne peut pas avoir d'un côté l'accès à un marché libre sans payer le prix, y compris sur la question de la libre circulation qui est mise en cause, sur la question de la fiscalité, et surtout pas en faisant des menaces sur le dumping fiscal. C'est sûr que si la négociation part comme ça, le risque, c'est un accord de sortie qui soit un accord extrêmement fermé entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Est-ce que ça va être assorti d'euro-obligations, par exemple? Comment les émettre? Oui, alors, sur la mutualisation de la dette, on part d'une proposition qui a été faite fin 2011, vous vous souvenez sans doute, par le conseil des sages conseillant le conseil d'économistes conseillant la chancellerie allemande. Je ne sais pas à quel point ils sont sages, les économistes ne le sont pas toujours, mais en tout cas, je peux vous dire, c'est tout sauf un groupe de gauchistes, et qui avait mis sur la table, fin 2011, un projet qu'ils appelaient de fonds de rédemption, qui est en fait un fonds de mutualisation des dettes européennes, qui portait très exactement sur ce qu'on évoque aujourd'hui, c'est-à-dire toutes les dettes dépassant 60% du PIB. Alors, la seule différence avec ça, c'est que nous, on ajoute un volet démocratique. C'est-à-dire que l'Assemblée démocratique de la zone euro sera responsable de décider du rythme d'apurement de ce fonds. C'est-à-dire qu'à l'époque, le schéma proposé, qui correspondait d'ailleurs à ce nom fonds de rédemption, avec une connotation peut-être un peu particulière, dans laquelle tout le monde s'était pas reconnu, il y avait concrètement une formule mathématique permettant de décider 20 ans à l'avance le rythme auquel on ramenait ce fonds à zéro. Et ça nous paraît pas totalement satisfaisant parce qu'on ne peut pas décider 20 ans à l'avance, ça dépend quand même un tout petit peu de la conjoncture économique. Si vous êtes en pleine récession, vous n'allez pas rembourser au même rythme que si vous êtes en expansion. Donc concrètement, il faut mettre de la politique là-dedans, il faut mettre de la souveraineté politique, et il faut mettre donc une assemblée démocratique de la zone euro qui décidera du rythme, du rééchelonnement, du rythme de remboursement de ce fonds dans le cadre d'une stratégie économique. Parce que quand même, le grand échec de 2011, 2012, 2013, pour revenir quand même un tout petit peu sur l'action, c'est que l'Europe a cassé sa croissance, alors que les États-Unis, qui au départ étaient à l'origine de la crise financière de 2008, à travers la dérégulation de leur secteur financier privé, ils nous mettent dans la récession en 2009, on est tous à moins 5%. En 2010, on ressort la tête de l'eau à peu près au même rythme des deux côtés de l'Atlantique. Et à cause de critères automatiques trop rigides sur le rythme de réduction du déficit, on recrée une récession en 2011, 2012, 2013 en zone euro qui est absurde. Alors que les États-Unis continuent de se relever. Vous regardez les courbes des croissances, 2011, 2012, 2013, vous retombez le niveau d'activité en zone euro. C'est pas parce que d'un seul coup, le marché du travail est devenu trop rigide ou parce qu'on a oublié de libéraliser les lignes de bus. Il faut arrêter de se raconter des histoires. C'est parce qu'on fait une très mauvaise décision sur le plan budgétaire, avec des responsabilités politiques qui sont partagées sur le gouvernement précédent, sur le gouvernement là sortant, en France, en Allemagne. Le problème, c'est plus aujourd'hui de regarder qui est responsable, c'est de se tourner vers l'avenir, de tirer les leçons. Et la principale leçon, c'est qu'on ne peut pas avoir une règle automatique sur 20 ans pour décider le rythme auquel ce fonds mutualisé des dettes européennes devra être amené à zéro. Il faut avoir une stratégie de croissance qui soit crédible. Mais le but, évidemment, c'est de le ramener à zéro. Moi, vous savez, les dépenses publiques, je pense qu'elles doivent être financées par l'impôt. Je crois dans l'impôt. Je ne pense pas que ce soit des défis éternels qui permettent... C'est pas le but. Simplement, quand vous avez amassé, pour des bonnes et des mauvaises raisons, une telle quantité de dettes, ce que montre l'histoire, c'est qu'il faut, si vous cherchez à le réduire trop vite, à réduire les déficits trop vite, vous cassez la croissance et pour finir, vous n'avez rien remboursé du tout à la sortie. D'autres questions? On veut pas... Nous sommes à votre disposition. Je réindique Stéphanie Hennette, Antoine Vauchès, Guillaume Sacris, qui sont assis là, qui sont spécialistes de droit européen, de politique publique européenne, qui ont travaillé vraiment très dur sur ce projet. Et je pense que c'est important, dans un débat présidentiel qui trop souvent ne parle pas de fond et s'enferme dans des polémiques un peu tristes, pour essayer de sortir de la sinistre ambiance, de nous aider, de contribuer à ce qu'il y ait un débat. Pas pour dire que c'est parfait, pour que chacun ensuite l'améliore, rajoute des articles, change des choses. Merci. Merci à tout le monde.